Dernièrement, j'ai dû intervenir parce qu'une passagère qui était complètement ivre essayait d'ouvrir la porte en vol, fumait dans les toilettes, a frappé ma chef de cabine, a frappé des passagers, hurlé dans la cabine. Et donc, après avoir essayé de la calmer pendant une petite heure, j'ai pris la décision de l'attacher à son siège. Alain, tu es pilote depuis plus de 40 ans, tu es aussi chef instructeur dans une école d'aviation et tu es surtout mon tout premier invité de ce nouveau podcast, Le Métier. Le Métier, c'est un podcast dans lequel on reçoit quelqu'un avec un métier plutôt sympa, comme le tien, tu es pilote d'avion. Et ce podcast a pour but d'intéresser les jeunes et pourquoi pas de les orienter dans leur choix de carrière, ou tout simplement répondre à nos questions que nous nous posons tous. Merci d'être là. Mais avec plaisir, merci beaucoup de l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je vais participer à ce podcast et essayer de répondre au mieux à vos questions. T'es pilote d'avion, Oui, pour qu'on comprenne un peu ton degré d'expérience, t'es à combien d'heures de vol? alors je vais atteindre dans très très peu de temps 20 000 heures de vol, en vol commercial, et 43 ans de carrière. Quand tu dis vol commercial, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est du vol qui est rétribué en tant que pilote professionnel pour transporter des marchandises ou des personnes à titre pécuniaire. D'accord, donc quand on dit commercial, c'est soit de transporter des gens, soit de Du transporter... cargo ou de la poste, même de la surveillance aéronautique, tant qu'on est rétribué, c'est de l'aviation commerciale. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir pilote? Ça, c'est un grand mystère. Depuis que je suis tout petit, j'ai rêvé de l'aviation, j'ai rêvé de voler. J'avais 5 ans, je me couchais sur la pelouse chez mes parents et je regardais les avions qui passaient dans le ciel. Et je n'avais que ça en tête, avec aucun background, puisque mon père était douanier, ma maman ménagère, mon grand-père facteur, donc aucune connexion avec l'aviation. Et pourtant, le virus était là, bien ancré, et il est toujours là, 62 ans plus tard. Comment t'as fait ton premier pas dans l'aviation? Alors, le premier pas dans l'aviation, c'est d'abord essayer de convaincre mes parents d'investir beaucoup d'argent dans mes études. Et quand j'ai enfin réussi, je suis parti aux États-Unis pour un an, seul, à 18 ans, pour passer mes licences de vol américaines. Et ensuite, le déroulé de ma carrière, 5 années au Congo, un arrêt de 7 années euh, pendant les guerres du Golfe, etc., où il n'y avait pas de travail. Et ensuite, une rechute. Et je suis retombé dans l'aviation comme on retombe en maladie. Et je ne l'ai plus quitté depuis. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut devenir pilote? Mon meilleur conseil, c'est d'être sûr de soi, sûr de ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on a commencé, ne jamais s'arrêter, ne jamais lâcher. Il faut savoir qu'en aviation, c'est un milieu qui travaille par vague. On a une vague où on engage énormément de personnes, comme pour l'instant, après le Covid. On manque de personnel, donc on va engager beaucoup de gens. Ce qui amène beaucoup de jeunes à se dire, tiens, je vais commencer les études, mais le temps de les terminer, on est dans le creux de la vague. Donc Mhm. si on arrive dans le creux de la vague, surtout ne pas se décourager, faire des petits boulots comme moi j'ai dû en faire pendant quelques années avant de trouver enfin l'ouverture pour rentrer et réaliser son rêve de devenir pilote de ligne. Mais il n'y a pas que pilote de ligne. J'ai des élèves qui ne veulent absolument pas devenir pilote de ligne. Ils veulent devenir pilote de brousse, ils veulent devenir pilote d'ambulance, ils veulent devenir pilote de business jet. Le terme pilote de brousse, tu peux me l'expliquer un peu? Un pilote de brousse, c'est un pilote qui va travailler en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, pour connecter des lieux qui sont isolés. Par exemple, aller porter le courrier, les médicaments, ramener des gens à la métropole pour subir une opération chirurgicale, etc., etc. Donc c'est vraiment désenclaver des milieux défavorisés en Afrique centrale ou en Asie ou en Amérique du Sud. Et c'est un métier qui est extraordinaire. Je l'ai pratiqué pendant 5 ans. C'est mes plus belles années d'aviation où je volais sur DC-3 pour ramener des civières, des médicaments, de la nourriture, la paye des ouvriers qui travaillent dans les plantations qui sont loin de la métropole et qui attendent d'être payés. Donc c'est très important aussi. Et donc c'est une vie d'aventure. Vraiment, une vie d'aventure. Mais voilà, il faut aussi la foi pour faire ce Oui, genre de de partir... choses. Parce que vivre en brousse pendant 5 ans, c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé. Ou bien on aime, ou bien on exècre. Et donc si à l'heure actuelle, on veut devenir pilote, c'est quoi la formation type? Alors, il y a plusieurs formations. On a deux types de formations. On a la formation modulaire et la formation intégrée. Je m'explique. La formation intégrée, c'est une formation dans laquelle tout de suite, on part en études théoriques pour le pilote de ligne. Mais c'est quelque chose qui se fait comme un cursus universitaire avec une date de début, une date de fin, et on doit soutenir un rythme bien précis. La formation modulaire, elle,
demande d'abord une licence de pilote privé et ensuite on évolue au fur et à mesure de ses capacités financières, de ses résultats pour arriver au Saint Graal qui est le pilote de ligne, ce qu'on appelle le Frozen ATPL, en passant par le vol en multimoteur, le vol aux instruments, le vol commercial, les simulateurs de vol, les diverses qualifications machines, etc., pour arriver à la fin de son cursus, mais à son rythme. Donc à la New CAGR Academy, c'est la formule que nous avons retenue, la formation modulaire qui permet à l'élève, en fonction de ses avoirs financiers, de ses capacités financières, de pouvoir moduler la durée de ses études et arriver plus facilement et plus sereinement à son but. Et au plus court, si on est très efficace, en combien de temps on peut devenir pilote? Alors, Pilote de ligne? je dirais en 2 années, 2 années et demie, il y a moyen d'obtenir sa D'accord. licence de pilote de ligne. Ça dépend des capacités financières. Ça coûte très très cher. L'heure de vol coûte assez cher. On peut compter pour un petit bimoteur pour la formation de pilote privé, on va compter 200 € de l'heure de vol, plus la rémunération de l'instructeur. Il faut quelques heures. Il faut arriver à 250 heures de vol en fin de formation pour le pilote de D'accord, ligne. ouais. Donc on voit tout de suite que le Fois budget est déjà assez les conséquent. 200 Donc, € de en l'heure. fonction, Ouais. mais voilà, en fonction de l'argent qu'on peut investir semaine après semaine, on peut avancer plus ou moins vite. C'est plutôt ça le frein, c'est plutôt l'argent. Et donc concrètement, combien ça coûte de se former en tant que pilote? Alors, si on veut faire une formation de pilote privé, on aura besoin d'à peu près 13 000 €. Quand tu dis pilote privé, Ce sont les c'est-à-dire? pilotes de loisirs, ceux qui vont aller se balader le dimanche pour aller manger un bout D'accord. à l'aérodrome de Namur, ou, voilà, et qui s'amusent, qui ont peut-être acheté leur propre avion, etc. etc. Maintenant, pour arriver à une formation de pilote de ligne aboutie, on va compter entre 75 000 et 85 000 €, une fourchette, en fonction de ses performances aussi personnelles. Est-ce qu'on est très bon? Ou est-ce qu'il faut recommencer des vols, ou est-ce qu'il faut recommencer des examens parce qu'on les a ratés, etc., etc. Tous les étudiants savent de quoi je parle. Un peu comme l'auto-école. Un peu Au comme plus on est l'auto-école, mauvais, oui. au plus c'est cher. Au plus c'est cher, tout à fait. Et en début de carrière, après avoir investi 80 000 €, imaginons, pour devenir pilote de ligne, combien on peut espérer gagner au début? En tant que copilote, j'imagine? Alors, les salaires ne sont pas mirobolants en tant que copilote débutant. Il faut casser un peu ce mythe. Je dirais qu'un copilote qui débute en Airbus 320 va toucher aux alentours de 1 800 € net par mois, plus quelques primes de vol, des indemnités de nuitée à l'étranger, etc. On peut arriver à 2 000, 2 200 € net par mois en début de carrière. Et c'est quoi la vraie différence entre pilote et copilote? Est-ce que c'est en fonction de l'expérience, des disponibilités? Comment ça se Non, passe? alors le copilote est quelqu'un qui a moins d'expérience, et quand on intègre une compagnie aérienne, on va toujours commencer sa carrière sur le plus petit avion de la flotte en siège de droite, donc en siège de copilote, et ensuite on va évoluer au fur et à mesure sur de plus grosses machines, toujours dans le siège de droite, et quand on est arrivé à la fin de la flotte, et avec suffisamment d'expérience, lorsqu'on est désigné par la compagnie, on peut passer commandant de bord et on retombe sur le plus petit avion et on va remonter les échelons jusqu'au moment où on va arriver sur le plus grand avion de la flotte en tant que commandant de bord. Et toi, c'est quoi le plus grand avion sur lequel tu es volé? Eh bien, c'est celui sur lequel je vole maintenant, c'est l'Airbus 330 qui fait du long courrier, un avion de 280 places et de 215 tonnes de masse maximum au décollage. Et quand tu dis long courrier, donc j'imagine que c'est traverser l'Atlantique. Ça C'est traverser représente quoi l'Atlantique, exactement? traverser l'Afrique. D'accord. C'est des avions qui ont un très long rayon d'action et qui sont agréés pour faire de l'ETOPS. C'est un terme technique, bien évidemment, c'est l'Extended Twin Engine Operations. C'est une réglementation qui permet aux avions qui n'ont que 2 moteurs de traverser des zones désertiques ou des zones océanes où on n'a pas d'aéroport de dégagement, puisqu'on a prouvé qu'on pouvait, Ouais, qu'on qu'on n'avait pouvait pas, passer qu'on n'avait le pas beaucoup de désert. panne moteur, etc. Donc sur une statistique, on va baser la fiabilité de la compagnie et permettre à ces avions de partir sans avoir d'aéroport de dégagement dans l'heure, puisque c'est la réglementation normalement. Combien d'heures de vol tu peux faire d'affilée sans t'arrêter? Alors, journellement, on est limité à 13 heures de vol, plus 2 heures de vol extra qu'on peut ajouter sur décision du commandant de bord en cas de problème qui n'était pas prévu, par exemple en escale. On peut continuer, mais si on continue jusqu'à notre escale ou il y a un mécanicien, par exemple, pour régler le problème, eh bien, on va dépasser notre quota d'heures. Là, l'administration nous autorise 2 heures d'extension pour ces raisons-là. Et donc tu peux passer jusqu'à 13 heures assis
dans ton poste de Jusqu'à commandement, 13 heures ou voire même voire 15 même heures. plus. Mais on n'est pas toujours assis dans le poste de commandement. Il faut gérer les problèmes en cabine, il faut gérer les problèmes à l'extérieur en escale, faire les inspections pré-vol, gérer les problèmes avec tous les équipements annexes, hein, les personnes autour de l'avion qui s'occupent. C'est une vraie fourmilière. Il y a le catering qui amène la nourriture pour les passagers, le fueler qui amène le carburant, le mécanicien, le pushback qui vient repousser l'avion, toutes les personnes qui coordonnent l'embarquement, et tout ça fait une ruche bourdonnante autour de l'avion et c'est au commandant de bord à régler tout ça, à gérer tout ça. Et donc il y a énormément de travail. Et donc, on s'en rend peut-être pas compte, mais combien de personnes peuvent travailler dans un avion A330 par exemple? Alors en vol, on est un équipage de 10 personnes, un commandant de bord, un copilote, un chef de cabine qui va être responsable de toute la cabine, qui va être assisté d'un assistant purser, hein, comme on l'appelle, qui lui va être le chef de la classe économie, plus 6 hôtesses stewards qui vont s'occuper des passagers en vol. Un devant pour assister la chef de cabine ou le chef de cabine et 5 derrière pour assister l'assistant purser en économie. Donc on a un total de 10 personnes en vol. Mais au sol, évidemment, on a une équipe qui peut atteindre 40 ou 50 personnes. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur les pilotes ou sur l'aviation que tu en as marre d'entendre? Beaucoup. On passe des nuitées à l'étranger au bord de la piscine avec des cocktails. C'est pas entièrement faux, mais enfin, on ne fait pas que ça. C'est un équipage, donc avec les hôtesses de l'air, forcément, etc. etc. Bah, il faut casser le mythe. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des gens qui se rapprochent et il y en a qui ne se rapprochent pas. On a des avantages dans le métier, mais ils sont compensés par des inconvénients. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on visite, peut-être, ça dépend de la compagnie aérienne, mais on visite des paysages parfois idylliques. On en profite pour faire des safaris, pour rester au bord de la piscine, etc. Mais ça se paye par des fêtes de famille ratées, des week-ends à l'étranger, des anniversaires qu'on ne verra jamais, des choses qu'on ne revivra plus et qu'on a ratées et qu'on ne saura pas revivre, les premiers pas de son enfant, les premiers mots de son enfant. Quand mes filles ont dit leurs premiers mots, j'étais au milieu de l'Afrique et je l'ai appris quand je suis rentré. Par exemple, ce sont des choses comme ça qui font que la vie sociale est détruite par le métier, mais avec notre assentiment, bien entendu. On sait très bien ce qu'on fait. On devient pilote de ligne, on sait qu'on va devoir vivre ce genre de choses. Mais on n'a pas que des bons aspects. Ce n'est pas un métier idyllique, ce n'est pas le paradis. On a du bon et du mauvais. Il faut faire la part des choses. Si c'est un métier passion, on va supporter les mauvaises et on va profiter des bonnes. Si ce n'est pas un métier passion, je connais des gens qui ont, après avoir investi énormément, ont arrêté le métier parce qu'ils ne le supportaient pas. Et donc là, c'est les aspects, on va dire, un peu sombres du métier de pilote. Il y a des aspects sombres, il y a des Et aspects roses, oui, comme dans tous les métiers, je pense. qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de pilote? Voler. Il n'y a pas de plus belle sensation que de faire décoller un monstre de 215 tonnes et de le piloter du bout des doigts. C'est magique. Et quand tu fais décoller ton avion donc sur des vols long courriers, c'est des vols avec des passagers, Oui. comment tu te sens quand tu as des centaines de personnes sous ta responsabilité, la vie de centaines de personnes Honnêtement, entre tes mains? honnêtement, on n'y pense pas trop. La responsabilité de 280 passagers, quand l'avion est rempli, bien entendu, on en est responsable. Mais en cas de problème, on ne pense pas à eux. On pense à ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a martelé dans la tête. Ça fait 40 ans qu'on fait des simulateurs de vol, qu'on est entraîné à réagir au quart de tour pour une situation. Quand le signal se déclenche, instinctivement, on part dans la procédure. Et ce n'est qu'à la fin de la procédure qu'on se rend compte qu'on est arrivé au bout et qu'on va se poser les bonnes questions à ce moment-là, contacter la cabine, est-ce que les passagers vont bien, est-ce qu'on a besoin d'une ambulance, est-ce que, Mhm. etc., etc., etc. Mais tant qu'on est dans la procédure, c'est un métier très technique, hein, c'est un métier excessivement technique et il faut plonger dans une procédure, ne jamais s'en détourner. Donc là, tu viens de me parler de problèmes, de situations dans lesquelles tu dois agir d'une certaine manière. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des situations difficiles à gérer dans ton avion en tant que pilote? Alors, il faut bien penser que l'aviation, le pilotage d'un avion, c'est le pilotage d'une machine. Donc, forcément, c'est de la mécanique, c'est de la technique, des machines qui sont soumises à des variations de température, de pression, d'humidité qui sont énormes. Et donc, forcément, ça coince à un moment donné. On a des petits problèmes tous les jours qu'on règle très facilement. On a des gros problèmes beaucoup moins souvent, des très gros problèmes normalement une fois dans sa carrière. Quand on en a eu un, on
peut dire qu'on est bon pour le reste. On va commencer par les petits problèmes et ensuite arriver jusqu'aux gros problèmes que tu as eu dans ta carrière. Donc, comme problème qui arrive couramment sur un avion. Couramment, on a des systèmes qui tombent en panne, qui surchauffent, qu'on ne peut pas redémarrer, etc. Par exemple, des génératrices auxiliaires, des packs de pressurisation. Tout ça est redondant, ces systèmes sont redondants, donc il n'y a aucun danger. C'est juste qu'on a moins de marge pour continuer les opérations de l'avion. Et donc on a des listes d'équipements qui sont autorisés à tomber en panne et qui autorisent quand même la poursuite du vol. Donc ça, c'est pas un problème, c'est du travail, c'est de l'analyse, du report, il faut prévenir le mécanicien d'intervenir, etc. Les moyens problèmes, c'est plutôt au niveau, je dirais, des passagers. Les passagers ont tendance actuellement à considérer un avion comme un restaurant volant ou un bar volant. Donc on fait ce qu'on veut, on boit de l'alcool, on devient saoul, on fait n'importe quoi, on réclame du sanglier farci à la graisse d'ours, il n'y a pas de souci, ça doit être versé parce que j'ai payé mon ticket, et si j'ai payé mon ticket, je suis le maître du monde. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a des moyens très limités. Et souvent, ça donne lieu à des bagarres en vol, des échauffourées. Et dernièrement, j'ai dû intervenir parce qu'une passagère qui était complètement ivre essayait d'ouvrir la porte en vol, fumait dans les toilettes, a frappé ma chef de cabine, a frappé des passagers, hurlé dans la cabine. Et donc, après avoir essayé de la calmer pendant une petite heure, j'ai pris la décision de l'attacher à son siège avec du scotch tape. En tant que capitaine. En tant que commandant en tant de que bord. commandant de bord. En tant que commandant de bord, on est protégé par la Convention de Tokyo. La Convention de Tokyo donne le droit au commandant de bord et à n'importe quel membre de l'équipage d'intervenir, voire physiquement, pour contraindre une personne à se calmer, à rester assise. Et on est protégé par cette convention comme le serait un officier de police judiciaire. Seulement quand l'avion est en vol, porte fermée et le moteur démarré. Et au final, cette dame scotchée à son siège. Cette dame a fini par se calmer et on l'a libérée à Bruxelles sous bonne escorte et est partie en cure de dégrisement. Et est-ce que c'est ça le plus gros problème que tu as eu à gérer en vol ? Non, le plus gros problème, c'est un problème technique. À ce moment-là, au décollage d'Abidjan, il y a une quinzaine d'années, le moteur droit, donc le moteur numéro 2, a géré un oiseau. Et donc le moteur s'est arrêté net. À ce moment-là, on a déclenché l'interruption de décollage. J'étais quand même à plus ou moins 230 km/h, 200 tonnes de charge, et les freins ont... En fait, tout a très bien fonctionné, comme c'est écrit dans le bouquin. Mais les freins ont surchauffé et sont passés au-delà de 2500 degrés. Et la poussière de carbone des freins a pris feu sous mes ailes qui étaient remplies de carburant. Et donc, j'ai décidé d'évacuer la machine sous contrôle des pompiers de l'aéroport. Et donc, j'ai dû faire une évacuation d'urgence. Le décollage était interrompu, donc l'avion n'a pas quitté le sol. Donc, c'était au moment du décollage, ou en fait, au moment où l'avion prend de la vitesse, on commence à être scotché à son siège. Et juste avant d'effectuer la rotation pour prendre son envol, eh bien, on a eu cet incident. On a dû interrompre le décollage et évacuer les passagers pour cause de risque d'incendie majeur. Ce qui n'est pas arrivé, heureusement, mais par sécurité, on a dû déployer les toboggans et évacuer l'entièreté de nos 200 passagers. Il y a plus de 20 ans, les tragiques attentats du 11 septembre 2001 ont eu lieu. Je le rappelle, plusieurs avions ont été détournés par un groupe terroriste, dont 2 qui ont fini dans les tristement célèbres tours jumelles, faisant au total près de 3000 morts. Comment tu l'as vécu, toi ? Bien, je l'ai vécu assez mal, évidemment, puisque j'étais déjà commandant de bord sur Avro à l'époque, sur le secteur Europe. Et je rentrais justement de vol ce matin-là, où j'ai appris la nouvelle à la radio, et donc je me suis dépêché de rentrer à la maison et d'allumer ma télé et de voir en fait le spectacle. À ce moment-là, on pensait toujours que c'était un petit avion qui s'était écrasé par malheur sur les tours, et ce n'est qu'ensuite qu'on a appris que c'était un avion de ligne, et où j'ai assisté en direct au crash du second avion de ligne sur la deuxième tour. Et c'était très poignant parce que c'est mon métier. Et donc, voir un avion qui s'écrase volontairement sur des tours pour tuer des centaines, voire des milliers de gens. Donc, c'était vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Et le premier réflexe, évidemment, était d'appeler les collègues que j'avais qui faisaient la route de New York pour voir s'ils étaient pris dans la tourmente, parce qu'il y a les accidents dans les tours, mais tout ce qui a suivi, l'effondrement des tours, des quartiers entiers dévastés par la poussière et les débris, etc. Il y a eu 4 avions détournés au total, d'ailleurs, un autre dans le Pentagone et un qui a réussi à être
mis au sol Voilà. par les passagers. Et on a des collègues qui, quand ils vont en escale à New York, évidemment, vont faire du shopping à Manhattan, et tout s'est déroulé à Manhattan, donc on avait la crainte que nos collègues aient été pris dans la tourmente. Mais ce n'était pas le cas, donc heureusement, mais quand même, c'est un événement qui nous a tous marqués d'une manière terrible. Et tu as vu du coup des changements dans la manière de travailler en termes de protocole de Oui, bien sécurité sûr, après? oui, on a instauré les portes de cockpit qui sont blindées avec un code secret d'entrée où on doit, même quand l'hôtesse doit venir nous voir, elle doit appeler par téléphone, donner son code 3 lettres qui est fourni par la compagnie, faire le code secret sur le pavé numérique, ce qui déclenche une sonnerie dans le cockpit, et nous on peut désactiver la porte blindée pour rentrer dans le cockpit. Donc c'est une procédure très lourde, c'est une procédure qui a d'ailleurs mené à des mauvais usages, comme lors du crash du Germanwings, où le copilote s'est enfermé dans le cockpit grâce à cette porte blindée et a pu écraser l'avion en France, dans les Alpes, je pense. Il a profité de cet état de fait pour mettre son plan à exécution. Donc, ce n'est pas une garantie de 100%, Mhm. mais évidemment, maintenant, on a pris l'habitude, ces portes blindées sont là, on vit avec, ça alourdit les procédures, mais c'est une sécurité supplémentaire. Je comprends l'instauration de ce genre de choses. Alain, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ce podcast aura pu aider des jeunes dans leur quête d'une carrière ou tout simplement intéresser les gens qui l'auront regardé. Je le rappelle, Le Métier, c'est un podcast dans lequel on invite quelqu'un qui a un métier relativement intéressant et on l'interroge sur des aspects de sa profession de manière à orienter les jeunes ou tout simplement répondre aux questions que nous nous posons tous. Si vous avez des métiers à me proposer dans les commentaires, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous et likez cet épisode parce que plein d'autres sont à venir. Merci.